des autorités françaises, mais beaucoup de questions restent sans réponse. Renault abandonne la Formule 1 à la fin de la saison pour raisons financières. Israël, le shekel nouveau va arriver, c'est la conséquence d'une inflation à 3 chiffres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'affaire Greenpeace est sans doute loin d'être terminée ce soir, même si le rapport du conseiller d'État Bernard Tricot, rendu public ce matin, apporte quelques conclusions que son auteur juge définitives. La plus importante, c'est sans doute que la France n'a jamais ordonné un attentat contre le bateau de Greenpeace. Bernard Tricot conclut que ni le gouvernement ni la direction des services secrets n'ont lancé un tel ordre. Cela dit, dans ce document de 29 pages, Bernard Tricot confirme que 7 agents français de la DGSE sont bien allés en mission en Nouvelle-Zélande, mais c'était, dit-il, une mission d'information et de surveillance. En particulier, on connaît maintenant les véritables identités des époux Thurange et celles aussi des 3 membres d'équipage du voilier UVA qui, du reste, ce matin, se sont présentés à la police judiciaire à Paris. Mais il reste encore bien des zones d'ombre. Bernard Tricot lui-même demande d'ailleurs que l'enquête soit approfondie. Et puis il reste aussi une question essentielle sans réponse. Qui a commis l'attentat si ce ne sont pas les Français? Pierre Babet et Hélène Rizacher. En mars dernier, le ministre de la Défense, Charles Hernu, charge les services secrets d'intensifier la recherche de renseignements sur Greenpeace. La DGSE décide d'envoyer plusieurs agents dans le Pacifique et de louer un bateau. Une dépense extraordinaire qui reçoit l'aval du général Saunier, chef d'état-major particulier du président de la République. L'UVA arrive en Nouvelle-Zélande début juillet avec à bord le docteur Maniguet, qui n'aurait rien à voir avec l'affaire, et 3 marins, en réalité 3 nageurs de combat du centre d'Aspreto en Corse. L'adjudant-chef Roland Verge, l'adjudant Andriès et enfin l'adjudant Barthelot. Pour remplir leur mission de renseignement, il est naturel que les hommes de l'UVA se soient largement fait remarquer. Ils devaient lier connaissance avec la population. Mais pourquoi avoir choisi des nageurs de combat pour faire des photos et de la relation publique dans cette mission? Le métier des nageurs de combat, c'est de parcourir des kilomètres sous la mer sans être repérés, d'atteindre une cible dans la plus totale discrétion et puis de disparaître. Et leur cible, c'est quoi? Les coques des navires. Pour y coller des mines, souvent, mais pas toujours. Ils peuvent aussi y coller des radioémetteurs, par exemple, des mini-balises, qui permettraient de marquer et de suivre la cible dans ses moindres déplacements. Les signaux émis peuvent être sans difficulté technique reçus par n'importe quel sonar des bâtiments de la Marine nationale dans le Pacifique. Notre hypothèse de la radiobalise aurait non seulement le mérite d'être plausible, mais en plus elle expliquerait l'utilisation de nageurs de combat dans une mission de strict renseignement. Reste qu'à un moment de l'action, la mission a dérapé. Au lieu d'une radiobalise, c'est une mine qu'on a collée au Rainbow Warrior. Le 10 juillet, dans le port d'Auckland, le chalutier Rainbow Warrior coule, détruit par 2 explosions. Le photographe portugais de l'équipage est tué dans l'attentat. 13 jours plus tard, la police néo-zélandaise inculpe Alain et Sophie Thurange de meurtre, incendie volontaire et association de malfaiteurs. Or, d'après le rapport Tricot, il paraît invraisemblable que les Thurange aient participé en quoi que ce soit à la pose de mine sur le Rainbow Warrior, car le capitaine Dominique Prieur, alias Sophie Thurange, n'a jamais appartenu aux nageurs de combat, et le commandant Alain Maffard, pseudo-Thurange, en a été radié en 83. Par ailleurs, alors que le voilier UVA a disparu, ces 3 marins nageurs de combat sont également mis hors de cause par le rapport Tricot. Alors qui aurait eu intérêt à poser ces bombes sur le Rainbow Warrior ? Mururoa, un grain de sable dans l'immensité pacifique. Mais quel grain de sable? Il a déjà accueilli 73 expérimentations nucléaires. Qui a intérêt à enchasser la France? Qui a intérêt à s'attaquer à sa force nucléaire, ou à son influence, ou à sa présence? La réponse est simple et dans le même ordre. 1. Les adversaires. 2. Les concurrents. 3. Les voisins. Trouver les mobiles, c'est désigner le ou les coupables, à moins que ce ne soit pas la France qu'on ait voulu déstabiliser, mais le gouvernement socialiste en le mouillant en plein océan Pacifique. Que ce rapport Tricot soit loin de conclure l'affaire, son auteur en est le premier convaincu. Il reconnaît lui-même qu'il reste beaucoup de points d'interrogation et il ne prétend pas avoir tout expliqué, c'est ce qu'il vient de dire à Anne Rongère.
Si j'avais dit c'est l'amiral un tel, c'est le ministre un tel, ou à la rigueur c'est le commandant ou l'adjudant un tel, je n'aurais pas déçu. Dès lors que je dis, eh bien je suis désolé, ou à certains égards je suis heureux, le gouvernement, non. Je suis certain qu'il n'a pas ordonné de couler le Greenpeace. En ce qui concerne les services et les agents envoyés en Nouvelle-Zélande, je dis, j'ai beaucoup de raisons de croire qu'ils sont innocents. Il y a parfois des points troublants, mais il y a aussi des raisons logiques de se dire non, ils n'ont pas pu faire cela. Je savais que je décevrais. En même temps, vous reconnaissez que vous avez eu à certains moments des doutes et que vous vous êtes dit peut-être qu'on cherchait à vous tromper. Oui, mais j'en ai eu tout le temps. J'en ai eu tout le temps et je l'ai dit à mes interlocuteurs à qui, en principe, sur le plan humain, j'aurais dû le plus accorder une confiance totale. J'aurais dit je suis désolé, mais je suis obligé de supposer que vous m'avez caché des choses dans tel ou tel domaine, etc. Et j'ai regardé si ces hypothèses paraissaient vraisemblables. Je ne les ai pas trouvées vraisemblables. Je me suis peut-être trompé, mais je dis ce que je crois. Alors ce soir, vous paraissez un peu déchiré entre cette recherche de vérité qui a été la vôtre et peut-être un certain sens de l'État. Non. Alors là, pas du tout. Voyez-vous, il y a des cas dans lesquels on peut se trouver en face de conflits de devoirs, notamment en ce qui concerne l'État, et se dire je dois servir l'État, ça m'oblige à faire quelque chose de mal, du point de vue de la morale courante, etc. Mais en ce qui concerne l'affaire de Greenpeace, si vraiment le gouvernement ou les services spéciaux ou les agents sur place ont commis des fautes d'un niveau fantastique, et ont ensuite manœuvré, caché, etc., eh bien, l'intérêt lui-même de l'État oblige à ce que cela se sache. Est-ce que ce rapport ne repose pas uniquement, finalement, sur une forme de conviction personnelle de votre part? Est-ce que c'est suffisant? Pas toujours, en effet. Au niveau des décisions gouvernementales, c'est plus que de la conviction. En Nouvelle-Zélande, pas encore de réaction officielle au contenu de ce rapport Tricot. Le décalage horaire explique sans doute en partie ce retard. Écoutons l'envoyé spécial de l'agence France-Presse. En raison du décalage horaire, la publication du rapport Tricot a surpris la Nouvelle-Zélande tard en fin de soirée lundi. Et c'est donc ce matin que les premières réactions officielles seront connues. Pour sa part, le Premier ministre néo-zélandais, David Lange, a fait savoir qu'il ne ferait aucun commentaire avant d'avoir lu une traduction complète du rapport et d'être plus amplement informé sur son contenu. Il devrait faire une déclaration dans quelques heures. Seul le leader de l'opposition, M. Maclay, a déjà indiqué qu'il rejetait les conclusions du rapport Tricot, selon lequel ni le gouvernement français ni la DGSE n'ont donné l'ordre de couler le Rainbow Warrior. M. Maclay demande en particulier que le gouvernement français donne l'assurance qu'il n'empêchera pas l'extradition de toute personne impliquée dans l'affaire Rainbow Warrior. Pour lui, si le rapport Tricot dit réellement la vérité, alors le gouvernement français n'a aucune raison de protéger qui que ce soit. Chez Greenpeace, un des directeurs internationaux de l'organisation présent à Auckland, Steve Sawyer, a qualifié pour sa part de bizarres les conclusions du rapport. Il est possible que le sabotage du Rainbow Warrior ait été réalisé par des activistes au sein de la DGSE, mais cela n'absout pas François Mitterrand de toute responsabilité, a-t-il dit. À Paris, les états-majors politiques qui étaient restés discrets en attendant le rapport Tricot ont commencé de réagir cet après-midi. Des réactions encore prudentes et qui, toutes, ont au moins un point commun, elles rendent hommage au travail du rapporteur. Tous les observateurs ont convenu que les conditions de son honnêteté, de sa rigueur étaient réunies. Pourquoi en douterais-je aujourd'hui? Je prends les conclusions comme elles nous sont données. Avec satisfaction? Vous l'imaginez. Je souhaite que nos grands services, que nos responsables soient restés à l'écart d'un acte que nous, socialistes, nous avons condamné, nous condamnons fermement. J'ai le sentiment que M. Tricot prend les Français pour des imbéciles. Il faut savoir qui a donné l'ordre, car les militaires n'ont fait que leur devoir. Ils ont certainement obéi aux ordres. Qui a donné l'ordre? Pourquoi? Pourquoi Greenpeace serait un danger pour le monde? Et qu'est-ce qui peut justifier ce terrorisme d'État, cette action incroyable qui consiste à aller faire sauter un bateau? Et puis enfin, il y a une dernière question, qui est quand même aussi importante pour le fonctionnement de nos services secrets. Qui a trahi? M. Tricot conclut qu'il ne peut pas conclure. C'est donc un rapport pour rien. Alors, dans l'intérêt de l'État, et pour sauvegarder l'image internationale de notre pays, il faut
que les responsabilités gouvernementales soient clairement établies dans cette affaire du Rainbow Warrior. Et il faut donc que l'enquête se poursuive. Alors qu'il reconnaît ne pas posséder tous les éléments de cette affaire, M. Tricot n'en est pas moins catégorique dans ses conclusions, qui apparaissent ainsi préétablies. Comme nous l'avions dénoncé, la désignation de M. Tricot, ce dignitaire de la droite, a bien été faite par le pouvoir socialiste, avec la complicité de la droite, pour étouffer le scandale de cet attentat terroriste, donnant ainsi un avant-goût de la cohabitation souhaitée par les uns et les autres. Alors que l'honneur de la France est mis en cause dans cette affaire devant le monde, les Français doivent connaître toute la vérité. C'est ce que demande le Parti communiste français, qui estime nécessaire, comme l'a proposé son groupe à l'Assemblée nationale, d'instituer un contrôle parlementaire sur l'activité des services secrets, ce qui existe dans plusieurs pays. Alors pour conclure très provisoirement sur ce dossier, pour résumer l'état d'esprit général ce soir, on peut dire, Chantal Bretz, qu'au fond, tout le monde reste sur sa faim. Oui, c'est vrai que l'on reste un peu perplexe, car depuis que François Mitterrand lui-même avait demandé que des sanctions sévères soient prises à quelque niveau que ce soit, si les responsabilités étaient démontrées, la presse française était arrivée à des conclusions proches de celles des autorités néo-zélandaises, à savoir la responsabilité des services secrets français, au point que l'on avait envisagé la démission de Charles Hernu. Or, d'après les conclusions du rapport Tricot, voilà qu'il ne resterait plus personne à sanctionner, ni au sommet, ni à la base de la DGSE. Certes, Bernard Tricot émet lui-même les réserves que lui dicte l'honnêteté intellectuelle et souhaite une étude plus approfondie, mais il est peu vraisemblable qu'une nouvelle enquête française vienne contredire les conclusions de son rapport. La contradiction, il faut l'attendre du côté de la police néo-zélandaise qui continue d'affirmer qu'elle détient les preuves de la responsabilité des autorités françaises, preuves qu'elle doit fournir début novembre lors du procès des faux époux Thurange. Mais d'ici là, le feuilleton Greenpeace continuera sûrement à faire couler beaucoup d'encre. D'abord parce que pour convaincre une opinion française tenue en haleine de révélation en révélation que nos services secrets sont en fin de compte innocents, il faut encore lui désigner clairement les vrais coupables. Et enfin parce que l'opposition, en dépit de ses scrupules à mettre en cause l'intégrité de Bernard Tricot, a déjà commencé à rompre son long silence et qu'elle ne résistera peut-être pas à l'occasion qui s'offre d'engager une nouvelle bataille politique après la déclaration que doit faire demain sur ce sujet Laurent Fabius. C'est presque officiel, la régie Renault abandonnera la Formule 1 à la fin de cette saison. Un communiqué doit le confirmer demain matin. Toutefois, Renault continuera de fabriquer des moteurs pour Tyrrell, Lotus et Ligier, avec qui elle a signé des contrats, mais elle n'alignera plus de voitures sur les circuits. Une décision prise la mort dans l'âme, semble-t-il, mais rendue inévitable par les problèmes financiers de la régie. Marie-Claire Thiers. C'est le dernier sacrifice de Renault, le dernier en date. Les performances des monoplaces jaunes et noires se sont cette saison dégradées et la Formule 1 coûte trop cher. Un luxe de près de 200 millions de francs par an. Économie, économie, Georges Besse est à l'affût du moindre sou pour combler le trou de 12,5 milliards de francs creusé en 1984. Alors, fini les investissements tous azimuts, annuler le projet de production de céramique industrielle, matériaux nécessaires aux moteurs de demain, geler la construction de l'usine de cristaux liquides, décidée en commun avec le japonais Stanley, abandonner la filière électronique avec Renix, vendu Micmo Gitane, la filiale de Renault spécialisée dans le cycle. N'ayant pas les moyens de frapper un grand coup, le PDG de la régie doit se contenter de jouer sur toute une gamme de mesures. Le but, recentrer Renault sur sa seule vocation, fabriquer des voitures, rien que des voitures, conception, étude, assemblage, et là, améliorer la productivité. Sans oublier les poids lourds, impensable de les abandonner en raison des contrats militaires qu'assure RVI, même si les pertes sont énormes. Donc, pas question de trancher dans les forces vives du groupe, ni les poids lourds, ni les États-Unis avec American Motors ne seront balayés. Pourtant, on les donnait d'emblée comme les premiers condamnés. Bien sûr, la régie ne nie pas l'apport de la Formule 1 à l'image technologique de Renault. Mais la première victoire du moteur turbo qu'elle a imposé au Grand Prix de France le 1er juillet 1979 n'est déjà plus qu'un vieux souvenir, sans espoir désormais de décrocher le titre mondial.
À Saint-Laurent-du-Var, près de Nice, un policier a été tué ce matin par une dizaine de gangsters qui ont lancé une action de commando contre une société de transport de fonds. Cette société, Protecval, a déjà subi une dizaine d'agressions au cours des 6 derniers mois. Jusqu'ici, les bandits s'en prenaient aux fourgons blindés et ce matin, ils ont voulu piller le siège social. Ils ignoraient qu'un système d'alerte le reliait à la police, laquelle est arrivée aussitôt, et ils n'ont pas hésité à tirer sur les policiers. Ce soir, les syndicats de police réclament une fois de plus des mesures de protection plus efficaces. En Israël, les portefeuilles vont s'aplatir dans quelques jours. Le gouvernement vient en effet de décider que la monnaie nationale, le shekel, serait changée à partir du 1er septembre. Un nouveau shekel vaudra 1000 shekels actuels. Même principe au fond que nos nouveaux francs il y a 25 ans. Cette mesure s'explique par la perte de valeur considérable qu'a subie la monnaie israélienne depuis quelques années. Parallèlement, le gouvernement a mis en route un plan de rigueur économique très sévère et très mal accueilli du reste, mais qui commence à produire quelques effets. Joël Hazard. Vous prenez un billet de 10 000 shekels, vous enlevez 3 zéros, vous servez un billet tout neuf de 10 shekels et toujours à l'effigie de Golda Meir comme l'ancien. Vous prenez un milliardaire, vous en faites un millionnaire. C'est sur ce mode mineur que la radio israélienne s'est employée aujourd'hui à présenter la nouvelle décision gouvernementale. L'humour, c'est bien connu, permet de mieux faire passer la pilule. De leur côté, les autorités israéliennes insistent sur les raisons techniques de simplification, de l'introduction du shekel nouveau. Les ordinateurs, dit-on, avaient de plus en plus de mal à digérer des sommes dépassant les 13 ou 14 chiffres. Reste que la prolifération des zéros sur les billets ou les factures sont le résultat de l'hyperinflation, 380% en rythme annuel entre janvier et juillet de cette année. Pour effectuer ce changement monétaire à froid, le ministre des Finances aura attendu les premiers résultats du plan d'austérité mis en œuvre en juillet. Un plan qui commence à porter ses premiers fruits, même si les Israéliens font grise mine. Pas de vacances à l'étranger cet été, à moins de payer $300 de taxes. Les coupes dans les salaires, la diminution du pouvoir d'achat, il a chuté de près de 12% en 3 mois, font grincer les dents. Mais le gel des prix commence à avoir raison de l'inflation. Pour le gouvernement de Shimon Peres, le danger d'une grave crise sociale est enrayé. On est loin des émeutes de juillet. Certes, la crise est toujours là, les licenciements de travailleurs se poursuivent. Mais on peut pratiquement dire aujourd'hui que le gouvernement d'union nationale ne tombera pas pour raisons économiques. En Afrique du Sud, le fils aîné de Monseigneur Desmond Tutu, l'évêque anglican prix Nobel de la paix, a été arrêté aujourd'hui dans l'enceinte du tribunal de Soweto. Le jeune homme assistait au procès de plusieurs dizaines de jeunes noirs jugés pour délit de vagabondage. Parmi ces jeunes, il y avait des enfants de moins de 10 ans. Il s'est levé pour apostropher les magistrats. Il a été arrêté donc et sera emprisonné pendant 15 jours en application des règles de l'état d'urgence qui sont imposées dans cette région. Il y aurait dans le monde 70 000 prêtres catholiques mariés. Le Vatican, bien sûr, les désavoue, mais pour la première fois, une centaine d'entre eux se sont réunis en Italie pour plaider leur cause et pour supplier le pape d'abolir la loi du célibat. Gérard Pinson. Le célibat n'est imposé aux prêtres que depuis le XIIe siècle. À portée de voix du Vatican, ils sont donc 150 prêtres suspendus de leurs fonctions puisque mariés, rassemblés depuis hier pour expliquer au pape que le mariage ne fut pas pour eux une solution de facilité. C'était une décision certainement très difficile, changer de vie, mais il faut répondre à la vocation, à l'appel de Dieu, parce que c'est un appel pour moi, de quitter le célibat et d'entrer dans la vie du mariage, qui est plus difficile certainement que la vie du célibat. Pour Jean-Paul II, la question n'est pas nouvelle. La multiplication de ses voyages et la raréfaction des vocations l'ont confronté plus que tout autre pape à cette revendication du mariage des prêtres. Au mois de mai dernier, la turbulente église des Pays-Bas l'interpella ouvertement et la réponse de Jean-Paul II ne varia pas. Pour lui, le prêtre doit se consacrer exclusivement au sacerdoce. Le chahut hollandais rappela aux Français celui que suscita en 1977 la courageuse prise de position de Jean-Marie Riobé, l'évêque d'Orléans. L'église catholique anglicane, qui s'était séparée de Rome en 1532 pour l'affaire du remariage d'Henri VIII, continue de se singulariser. Les prêtres anglicans peuvent se marier, tout comme les orthodoxes, reçus ici par l'archevêque de Canterbury, qui ne refusent le mariage qu'à leurs évêques. Mais avec ces prêtres mariés, l'église anglicane est tout de même secouée par un schisme. Faut-il ou non ordonner des femmes ?
À cette autre pression, comme à la première, le Vatican a choisi de résister tant qu'il le pourra. Dernière information de ce journal, les prévisions de la météo. Le temps va s'améliorer demain sur la majeure partie de la France. Il restera quelques nuages le matin de la Bretagne au nord, mais ils s'éloigneront dans le courant de l'après-midi et le soleil devrait briller à peu près partout. De ce fait, les températures vont remonter assez nettement. Elles iront de 18 à 20 degrés au maximum près de la Manche et jusqu'à 25 ou 26 dans le midi. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h45. Dans un instant, Thalassa nous emmène au Brésil ce soir. Mais avant cela, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Excellente fin de soirée et à demain. Affaire Greenpeace, bien des questions sans réponse malgré le rapport Tricot qui innocente les autorités françaises. Plus de Renault en Formule 1 la saison prochaine, la régie abandonne les circuits faute d'argent. Israël face à la crise économique, il a fallu diviser par 1000 la valeur du shekel.